Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Astro Girl. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Season Pictures s'est fait une spécialité des adaptations officieuses de super-héroïnes japonaises. Ils ne sont cependant pas sectaires et s'attaquent aussi parfois à des super-héroïnes américaines comme Supergirl dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, donc du coup, il va peut-être falloir que je vous présente un peu le personnage de Supergirl, parce que autant dans le cas de Superman, tout le monde connaît les grandes lignes du background, autant Supergirl, c'est un peu plus vague. Et ce n'est pas aidé par le fait qu'elle a connu plusieurs incarnations dans les comics. La plus connue étant celle du Silver Age, où elle était la cousine de Superman, plus jeune et plus inexpérimentée, et dont la carrière prit fin tragiquement quand elle se sacrifia héroïquement dans la maxi-série Crisis on Infinite Earths. Bon, en coulisses, les vraies raisons de sa mort étaient que l'éditeur pensait que Superman serait plus efficace en étant l'unique survivant de Krypton. Le seul problème, c'est que s'il restait trop longtemps sans utiliser le nom de Supergirl, il retomberait dans le domaine public et n'importe qui pourrait l'utiliser pour lancer son propre personnage sous ce nom. Et donc, ils furent bien obligés de lancer une nouvelle version de Supergirl qui n'était plus kryptonienne, mais une espèce d'alien polymorphe venue d'une autre dimension, amoureuse du gentil fils de Lex Luthor, qui était en réalité le clone de Lex Luthor, dans lequel le vrai Lex Luthor avait transféré sa conscience avant de mourir d'un cancer dû à sa bague de kryptonite. Bon, enfin bref, le personnage était un beau bordel, jusqu'à ce que Peter David prenne le scénario en main et en fasse la vedette d'une série de 80 épisodes absolument excellente, et que DC va commencer à rééditer l'année prochaine. Donc, si la langue de Shakespeare ne vous effraie pas, vous pouvez vous jeter dessus sans hésiter. À la fin de la série, il avait même ramené la Supergirl du Silver Age via un paradoxe temporel. Et là encore, ça avait donné un scénario excellent, bourré d'humour, et où il s'amusait à jouer avec les contrastes entre la naïveté du Silver Age et l'âge moderne beaucoup plus dark et sérieux. Mieux, il avait l'intention de relancer ensuite la série où la Supergirl moderne aurait fait équipe avec la Supergirl du Silver Age et Power Girl. Je vous reparle de celle-là un peu plus tard. Bref, le fantasme absolu de tout fan de Supergirl qui se respecte. Mais pas de ces connards d'éditeurs qui ont préféré lui retirer le scénario et lancer une nouvelle version de Supergirl beaucoup plus proche de celle du Silver Age, et dont on aura surtout retenu qu'elle se baladait à moitié à poil, puisque personne n'avait jugé bon de prévenir les dessinateurs qu'elle était censée être mineure. De toute façon, le personnage ne s'inscrira pas dans la durée, puisque quelques années plus tard, DC décidera de rebooter entièrement son univers, de relancer une nouvelle version de Supergirl, là encore assez proche de celle du Silver Age, et malgré les changements fréquents d'équipe créative, où chaque nouveau scénariste s'empresse d'effacer ce qu'a apporté le précédent, ben c'est une très bonne série, avec de bonnes histoires et de très beaux dessins. À ces 4 incarnations de Supergirl, et encore j'en ai zappé 2 ou 3 qui n'ont pas eu une longue carrière, il convient d'ajouter Power Girl. Alors, pour comprendre le personnage, il faut savoir que jusqu'à Crisis, les personnages du Golden Age et ceux du Silver Age étaient censés vivre sur des terres parallèles. Ce qui avait l'avantage d'expliquer comment Superman, Batman, Lois Lane, etc. étaient toujours aussi fringants dans les années 70 qu'à l'époque où ils combattaient les nazis. Et donc, Power Girl, introduit pendant le Silver Age, était censée être la version de Supergirl sur la Terre du Golden Age, en plus mature, plus expérimentée, plus badass et nettement plus poumonée. Mais les choses se sont compliquées à partir de Crisis on Infinite Earths, où, entre autres événements, Power Girl et un groupe de super-héros voyageaient dans le temps pour combattre un super-vilain qui lui aussi voyageait dans le temps, entraînant un paradoxe temporel qui faisait que la Terre du Golden Age n'avait jamais existé, mais comme Power Girl avait participé au voyage, elle avait survécu. Ce qui nous vaudra un beau bordel où les scénaristes tenteront pendant des années de trouver une nouvelle origine au personnage. Jusqu'à très récemment, où un scénariste du nom de Geoff Jones s'est dit « et si on disait tout simplement que Power Girl est une survivante d'un monde parallèle qui a été détruit à la suite d'un paradoxe temporel ?» Soit ce que le personnage était à la base. Et après, DC s'étonne d'avoir autant de mal à attirer de nouveaux lecteurs. Donc ça, c'était pour les versions comics. Mais Supergirl a aussi connu 3 adaptations live officielles. Tout d'abord, il y a bien sûr le film de 1984 avec Helen Slater.
Film qui fit un four, à part auprès des Japonais et auprès de moi qui, malgré les nombreux trous du scénario, le considère comme un plaisir coupable. Ensuite, il y eut la Supergirl de Smallville, jouée par Laura Vandervoort. Je ne peux malheureusement pas vous parler d'elle, étant donné que j'ai lâché la série après seulement 2 épisodes. Et enfin, dernièrement, Supergirl a droit à sa propre série, où elle est incarnée par Melissa Benoît. Là encore, je n'ai pas vu la série, et les échos que j'ai vus sont un peu partagés. Les uns trouvant la série assez sympathique, et tandis que d'autres la trouvent pas terrible, voire à chier, et limite misogyne. Et évidemment, il convient d'ajouter les quelques 2673 adaptations officieuses, souvent réservées à un public averti, ce qui nous amène enfin à Zen Pictures, qui s'est plusieurs fois inspiré du personnage de Supergirl pour certains de leurs films. Je ne parlerai pas des innombrables versions artistiques de leur maison mère, d'une part parce que ce serait interminable, et d'autre part parce que je préfère oublier qu'il existe des versions Futanari de Supergirl. Si vous ne savez pas ce que Futanari veut dire, vous avez de la chance, croyez-moi, vous avez de la chance. Donc, la Supergirl version Zen Pictures que nous allons voir aujourd'hui, Astro Girl, est en fait la 3e adaptation de Supergirl faite par cette firme. Elle a été en effet précédée par 2 autres versions qui ont réussi l'exploit de porter encore moins de tissu que cette version comics. Steel Angel, dont on retiendra surtout que la méchante principale est jouée par un mec, et Misty June, où le vrai prénom de l'héroïne est Hélène, originaire de la planète Slater. Ah, je vous l'avais dit que la version de 1984 avait eu beaucoup de succès au Japon. Voyons donc ce que vaut cette version Zen Pictures de Supergirl, et si elle est de nature à rivaliser avec les adaptations officielles du personnage. Ikuzo! Grâce à la magie des stock shots, le film commence aux États-Unis, à Chinatown, où des sbires japonais se livrent à du trafic de drogue avec des catcheurs mexicains. Jack Nicholson ayant pris sa retraite depuis le film de Polanski, c'est notre héroïne qui s'y colle pour les arrêter, et nous voyons donc arriver notre héroïne, Astro Girl, incarnée par Delta Miraela Gabriela, dont personne n'a oublié la prestation dans Kamen Rider Blade Missing S. Ici, regardez là! Là, c'est elle! Bon d'accord, elle a même pas une minute de présence à l'écran, mais c'est suffisant pour qu'elle soit mentionnée dans les Kamen Rider officiels Data Files. Alors respect, hein. Déjà, première remarque, malgré le manque de budget, le trucage qui lui permet de soulever un des sbires est quand même assez... Ok, j'ai rien dit. Même si les bandits battent en retraite, elle en attrape quand même un qui lui révèle que le grand patron se trouve au Japon. Ce qui amène donc Astro Girl à se rendre au Japon déguisé en Clark Kent. Clark Kent? Ah d'accord, donc ils ont juste repris le look de Supergirl et pour le reste, ils se sont contentés de féminiser le background de Superman. Ok. Mais ça veut dire que je me suis cassé le cul à faire tout un exposé sur les différentes incarnations de Supergirl en introduction pour rien? Mon Dieu que cette pensée est déprimante. À peine arrivée au Japon, elle aperçoit une jeune fille en train de se faire agresser par 3 voyous et se dit « This is a job for Astro Girl. You guys, you need to learn a lesson. » Évidemment, comme on est au Japon, les 3 voyous prennent Astro Girl pour une nana en cosplay et décident de l'attaquer. Cette scène aura le mérite de nous apprendre 2 choses. D'une part, qu'Astro Girl ne sait pas compter. Are you okay? Did you know that it's impossible to face 2 people with knives? 2 people. Et deuxièmement, que la victime de l'agression, Akane, est une fan d'Astro Girl. I'm surprised that even people around here heard about me. Astro Girl file à l'anglaise pour revenir aussitôt après sous son identité secrète de Carrie Sellers pour demander son chemin à Akane. Et quand elle lui dit qu'elle est journaliste, Akane lui répond qu'elle est elle-même journaliste et la conduit à la rédaction du Daily Tayo. Oh ben ça tombe bien alors. Où nous faisons la connaissance du Perry White japonais qui grimace comme s'il était dessiné par Rob Liefeld. C'est aussi l'occasion de découvrir à quel point les japonais sont des gens hospitaliers, puisque Akane s'empresse d'héberger Carrie chez elle, où notre héroïne est rapidement confrontée au choc des cultures, oubliant par exemple qu'il faut se déchausser en entrant chez les gens. Ou, plus problématique, Akane, I don't know how to use the toilet.
Évidemment, Akane est trop endormi pour lui expliquer. LOL. Et le soir venu, pendant qu'Akane dort avec son doudou et qu'Astro Girl fait un rêve étrange et pénétrant, That dream again. But what is the meaning of that? un mystérieux extraterrestre nommé Dosbellion arrive sur Terre dans son cosplay de chevalier du taureau, tue un garde qui passait dans le coin, avant d'aller proposer ses services au parrain de la mafia. Dosbellion n'est d'ailleurs pas venu les mains vides, il a emmené avec lui un minerai extraterrestre dont les radiations sont mortelles pour Astro Girl, et qu'on appellera Minerva pour des raisons de copyright. D'ailleurs, ça doit faire longtemps qu'Astro Girl s'oppose aux activités criminelles du parrain, puisqu'il n'a même plus les moyens de se payer un QG décent, et qu'il est même obligé d'emprunter des fringues au Joker pour s'habiller. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec son garde du corps, une armoire à glace pas commode nommée Yamada, incarnée par le catcheur David Osen. Aucun lien de parenté avec Robert. Et non, je n'en profiterai pas pour faire un calembour douteux sur le physique de l'héroïne, il est vrai plus proche de Power Girl que de Supergirl. Dans la grande famille des placements produits, on retiendra le calendrier officiel de Zen Pictures dans le fond à gauche. En allumant leur télévision, les membres de la rédaction du Daily Tayo découvrent que les 3 agresseurs d'Akane viennent de prendre 2 types en otage. This is a job for Astro Girl. Là, regarde, c'est Astro Girl, vite, dépêche-toi de la filmer! Mais je peux pas, on n'a pas le budget pour les scènes de vol. Une nouvelle fois, Astro Girl met les voyous en fuite. Le journaliste tente de profiter pour l'interviewer, mais n'obtient d'elle que des réponses évasives. There are a lot of problems, but I can't say that because it's a top secret, you know. Plus tard, Dosbellion, qui a vu le premier film Superman, contacte Supergirl via une fréquence qu'elle seule peut entendre et lui indique où se trouve le parrain. This is a job for Astro Girl. Dès son arrivée, elle est attaquée par les sbires du parrain qui lui tirent dessus à la mitraillette et qui... on va dire qu'il vise le cœur. Et c'est d'ailleurs l'occasion de plagier un des plans les plus célèbres de Superman Returns. Et il faut avouer que malgré le manque de budget, la scène est assez réussie, avec une vue sur la culotte d'Astro Girl en prime. Et dès qu'ils n'ont plus de balles, ils passent à l'attaque avec des tuyaux de plomb, là encore avec un insuccès total, et enchaînent avec des bouts de bois. Mais c'est beaucoup moins solide que du plomb, ça. Même Astro Girl a l'air de trouver ça débile. En fait, dans cette scène, la dangerosité de leur armement suit une progression inversée. On commence avec les mitraillettes, on passe aux barres en métal, et on termine avec les bouts de bois. C'est quoi la prochaine étape? Il lui tape dessus avec des polochons? It's the worst attraction that I've ever seen in my life. Finalement, Dosbellion l'attaque, là encore avec pas beaucoup de succès, jusqu'à ce qu'il sorte une arbalète de son cul. Ah si, regardez la scène et osez prétendre que vous voyez un autre endroit d'où il pourrait la sortir. Et à ceux qui me diraient qu'une arbalète ne peut pas rentrer là-dedans, je répondrais que Dosbellion est un extraterrestre et qu'il peut très bien avoir un TARDIS à la place du cul. You stupid or what? Do you think you can fuck with that? Come on. Ouais, là encore, on va dire qu'il a visé le cœur. Quoi qu'il en soit, Astro Girl trinque, et la caméra aussi. Mais alors que Dosbellion est sur le point de l'achever, Yamada s'éclipse et... Pardonnez mon franc-parler. Mais what the fuck? Bon, ok, j'avoue, l'idée que Yamada soit en réalité Thunder Knight, un criminel originaire de la même planète d'Astro Girl, qui fait profil bas en attendant son heure et qui lui sauve la vie pour qu'elle élimine Dosbellion à sa place, c'est assez bien trouvé. On avait même eu un indice avec sa réaction quand Dosbellion sort son échantillon de Minerva. Le problème, c'est que dans d'autres scènes, les radiations n'avaient pas l'air du tout de l'incommoder, ce qui cause quand même une incohérence assez gênante.
Là où ça me gêne un peu, c'est que la scène en elle-même est un peu absurde. Bon, c'est vrai que le voir changer de costume et utiliser ses pouvoirs, c'était le seul moyen de montrer clairement ses pouvoirs aux spectateurs, mais on comprend pas trop pourquoi il change de tenue et s'envole ensuite, alors qu'il lui suffisait de bousculer Dosbellion en civil. Ça peut pas être pour protéger son identité secrète, puisque son costume n'a même pas de masque, et qu'il a été tellement rapide que ni Dosbellion ni le parrain n'ont eu le temps de le voir. Donc bon twist, mais amené de manière ridicule. Dommage. Bien qu'affaibli par les radiations de Minerva, Astrogirl se recharge à l'énergie solaire. Quant à savoir comment elle peut s'exposer au soleil alors qu'elle est à l'intérieur d'un entrepôt, on n'a qu'à supposer que Thunder Knight a fait un trou dans le plafond en s'enfuyant. Bref, Astrogirl triomphe de Dosbellion. Bon, mais je vais faire une petite sieste, moi. Puis elle est trouvée par Akane, qui reconnaît aussitôt son ami Kari, sans se rendre compte que le parrain et Thunder Knight les observent en douce, mais bizarrement ne tentent rien contre elle. Et c'est ainsi que se termine la première partie. En effet, à l'époque, la plupart des films de Zen Pictures étaient en deux parties. On a donc une première partie intitulée Saison 1, et une deuxième partie intitulée Saison 2, hommage aux saisons des séries américaines. Dans la deuxième partie, Astrogirl n'est pas complètement remise des suites de son combat contre Dosbellion et a perdu une bonne partie de ses pouvoirs. Et quand elle voit les trois mêmes criminels que d'habitude s'en prendre aux deux journalistes de la dernière fois, This is a job for Astrogirl. elle découvre que son costume a aussi changé. Ceci dit, dans les deux cas, elle a une ceinture A et des bonnets G. Bon Astrogirl, je sais, ça surprend, mais je te rappelle que t'as deux types à sauver, Bécasse. Bon, identité secrète ou pas, tu vas me faire le plaisir de garder tes lunettes quand tu es Astrogirl, parce que une fois de plus, ils ne sont pas deux, mais trois. J'en profite pour faire remarquer que les deux costumes rendent hommage à ceux de Supergirl, qui en a souvent changé au cours de sa carrière. Normal, c'est une fille. Vous avez entendu? Le premier costume d'Astrogirl est inspiré du premier costume de la Supergirl du Silver Age, tandis que le deuxième est inspiré d'un costume qui avait d'abord été créé pour la Supergirl du dessin animé Superman, et rapidement intégré à la version comics. D'ailleurs, dans la version comics aussi, le changement de costume correspondait à une baisse de ses pouvoirs. De leur côté, le parrain et Thunder Knight enlèvent Akane et la transforment en super vilaine. Rien à redire sur le costume en lui-même, c'est une version noire de celui d'Astrogirl, assez cool. Par contre, le logo, qu'est-ce qu'il est moche! Elle fait un concours de logo naze avec Thunder Knight ou quoi? Parce que c'est vrai que le sien, je vois pas trop ce qui est censé représenter, à moins qu'il ne soit sponsorisé par les desserts Mont Blanc. Ah oui, et puis, même si je fais partie des rares qui ne tiquent pas sur le fait que Superman mette son slip par-dessus son pantalon, là, en version argentée, c'est limite si on n'a pas l'impression qu'il porte une couche culotte. En difficulté face à ces deux adversaires à super pouvoir, Astrogirl est finalement neutralisée par un pendentif en Minerva, inspiré de celui du premier film Superman, en beaucoup plus gros, au point qu'on se demande comment le parrain arrive à le porter. Et une fois de plus, ça ne semble avoir aucun effet sur Thunder Knight. Ah si, ça y est, il vient de se rappeler que ça lui faisait bobo. Oh la pauvre, j'ai vraiment de la peine pour elle, là. Je parle de l'actrice, hein, pas d'Astrogirl. Et soudain, une lumière apparaît à Astrogirl, lui demande si elle fait confiance à Akane, et quand elle lui répond que oui, la lumière lui rend ses pouvoirs. Ta gueule, c'est magique. Tu me laisseras jamais tranquille, toi, c'est ça? Akane reprend ses esprits à la suite d'un simple coup de poing dans le bouton off qu'elle a dans le bide, et on enchaîne sur le combat tant attendu opposant Astrogirl à Thunder Knight. Combat où elle va passer la plupart du temps à en prendre plein la gueule, mais qui est le passage le plus hilarant de toute la saga. Déjà, rien que David Osen, c'est un délice. Autant en tant que garde du corps du parrain, il était sobre, tout en retenue, monolithique, imposant et même menaçant. Mais alors, une fois transformé en Thunder Knight, il perd toutes ses inhibitions, et c'est un festival de cabotinage et de tronche pas possible. C'est bien simple, je ne vois pas comment on pourrait rendre son personnage encore plus ridicule.
Ah, bien tenté. Et en face de lui, Delta Michaela Gabriela n'est pas triste non plus. Il est tout simplement impossible de ne pas éclater de rire en voyant ses expressions à chaque fois qu'elle est censée exprimer la souffrance. Et même sans ça, le combat nous vaut de grands moments de rigolade, que ce soit quand Thunder Knight boxe dans le vide, ou là, franchement, est-il humainement possible de frapper quelqu'un encore plus mollement que ça? Il visait le cœur, il visait le cœur. On a même droit à un faux raccord avec la cape. Notez, ça arrivait aussi à la vraie Supergirl dans le film de 1984. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est les dialogues. Bon, déjà, Astro Girl qui parle en anglais, c'est pas toujours ça, même si pour sa défense, il faut bien reconnaître qu'il fallait pas s'attendre à des miracles en demandant à une actrice d'origine roumaine de réciter des dialogues en anglais de cuisine. Mais en face d'elle, Thunder Knight s'exprime dans un langage que je n'identifie pas du tout. Et dont je suppose donc qu'il s'agit de sa langue natale, qu'Astro Girl comprend pourtant sans difficulté, alors qu'elle est censée ne pas être au courant de ses origines extraterrestres. D'ailleurs, un peu plus tôt dans le film, c'est pareil, il s'exprime dans sa langue d'origine, et Akane n'a aucun mal à comprendre ce qu'il dit. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'Akane, c'est finalement elle qui sauve la vie d'Astro Girl et neutralise définitivement... Oh putain, cette tronche! Ah, il me la fait en fond d'écran! Et puisqu'Akane s'est occupé de son adversaire le plus dangereux, Astro Girl s'occupe du plus faible, en l'occurrence le parrain. Il visait le cœur. Elle s'est fait un massage cardiaque. Parrain qu'elle neutralise d'une punchline bien placée. Go to hell and stay there forever. Et le film se termine en nous montrant Akane et Kari reprenant leurs activités de journalistes au Daily Tayo, jusqu'à ce qu'une nouvelle affaire nécessite l'intervention d'Astro Girl. This is a job for Astro Girl. C'était donc Astro Girl. Et il faut bien avouer que dans l'océan des fanfictions inspirées du personnage de Supergirl, ce film représente le haut du panier. Il y a évidemment pas mal de fanservice et de scènes de péril pour les amateurs du genre, mais les auteurs n'en négligent pas pour autant une intrigue tout à fait correcte et un duo d'héroïnes assez attachant. De plus, leur manque de budget ne les empêche pas de mettre en scène de façon sobre mais convaincante les pouvoirs de l'héroïne. Après, il faut quand même reconnaître que ce film est assez hilarant au second degré. Déjà, il y a évidemment le jeu des acteurs, et malgré toute la sympathie qu'on peut éprouver pour Delta Michaela Gabriela, il faut bien avouer qu'elle joue vraiment très mal. Bon, elle est relativement correcte dans les scènes de dialogue, mais dès qu'on lui demande d'exprimer de la souffrance, on a de la peine pour elle, mais pas parce qu'elle a mal. Face à elle, le directeur du Daily Tayo, le parrain et Thunder Knight se livrent à un concours de cabotinage que Thunder Knight remporte haut la main. Et au final, l'héroïne se fait voler la vedette par le personnage d'Akane. D'une part, parce que Ichie Tanaka, qui joue le rôle et qui interprète aussi la chanson du générique, est une excellente actrice, et pas seulement comparée au reste du casting, mais en plus son personnage est sympa, fun quand il doit être fun, et a même droit à quelques moments badass. Et se montre même encore plus badass une fois passé du côté obscur. De plus, elle se montre assez intelligente pour comprendre assez rapidement que Kari et Astro Girl sont la même personne, alors qu'Astro Girl se donnait pourtant beaucoup plus de mal que Clark Kent pour ne pas être connu. Prends-en de la graine, Lois Lane! Donc si vous êtes en manque de version live de Supergirl, qu'elle soit officielle ou non, ou si vous voulez tout simplement passer un bon moment devant un film assez fun, vous passerez un très bon moment devant les 2 saisons d'Astro Girl, qui sont de toute façon beaucoup plus regardables que les 10 saisons de Smallville. Bien, avant de vous quitter, je voulais vous faire un petit communiqué. Comme vous l'avez remarqué, je m'efforce de tenir une cadence de une vidéo toutes les 2 semaines. Malheureusement, dans les semaines, voire les mois à venir, le rythme risque d'être un peu plus chaotique. Bon, déjà, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça va bientôt être les fêtes de fin d'année, donc je vais être pas mal occupé par les achats de Noël, par les visites familiales, les réveillons et tout ça. Bon, ensuite, je vais bientôt déménager. La date n'est pas encore complètement fixée, mais ça veut dire que là encore, je vais être pas mal occupé pendant plusieurs jours et peut-être sans internet pendant une période indéterminée où je ne pourrai donc pas mettre de vidéos en ligne. Donc tout ça pour vous dire que le rythme de parution des vidéos risque d'être un petit peu plus anarchique pendant quelques semaines, mais devrait revenir assez rapidement à la normale.
Sur ce... Janet. Les amateurs de faux raccords ont-ils remarqué que le décor derrière moi a changé pendant la vidéo?